Ça, c'est une maladie respiratoire qui se manifeste à travers des crises durant lesquelles il existe une gêne respiratoire et des sifflements. On estime à peu près 4 millions de Français, c'est ça, hein, Ouais. qui en souffrent, qui sont touchés par cette maladie, dont 10 à 16% sont des enfants, Mhm. à peu près, et 5% des asthmatiques souffrent de crises sévères, dont vous vous occupez évidemment en priorité. Alors expliquez-nous un petit peu quels sont peut-être les facteurs de risque de cette maladie. Bah, peut-être que je vais déployer mon diaporama et ça permettra de- d'envisager les différentes questions. Très bien. Puis évidemment, Mettez bien votre micro on là. peut discuter tout ce que vous voulez ensemble juste après. Là, vous m'entendez bien? Comme ça Voilà, va? tout à fait. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Gilles de Voissou, je suis pneumologue à l'hôpital de la Croix-Rousse, aux Hospices civils de Lyon, et je suis impliqué en pathologie asthmatique depuis une quinzaine d'années. Et on est très impliqué en fait en asthme sévère, des asthmes qui vont pas bien, qu'on appelle les asthmes non contrôlés, pour différentes raisons. Je vais essayer de vous les expliquer. Et on a une expertise dans ce domaine, et notamment dans le traitement de ces maladies-là, avec l'émergence de ce que on appelle les biothérapies. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vraiment des traitements modernes de l'asthme sévère, inflammatoire. Et on a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Et ça a permis, enfin, c'est un des éléments qui a permis de développer à l'hôpital de la Croix-Rousse un centre expert dans l'asthme qu'on appelle Sierra. Sierra, c'est pour Centre intégré d'expertise et de recherche en asthme, qui est en place depuis le début de l'année 2023, qui marche très très bien et qui permet une prise en charge, on va dire, multiprofessionnelle de cette maladie qui peut être extrêmement difficile à gérer. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt, on les montre toujours parce que c'est important de savoir à qui vous avez affaire. Il n'y a pas de honte à montrer ces liens d'intérêt, simplement c'est pour vous dire que moi je travaille beaucoup avec l'industrie et ça permet de participer à la recherche clinique en asthme sévère et puis dans d'autres maladies respiratoires. Donc la maladie asthmatique, pour la comprendre, des choses simples, hein, vous voyez ici des bronches en coupe. À gauche, vous avez une bronche qui est normale, et puis à droite, une bronche d'asthmatique. Vous voyez que la bronche à gauche, pardon, c'est une bronche avec à la limite, à l'intérieur un diamètre ouvert. C'est par là que passe l'air. Et chez l'asthmatique, vous suivez la flèche rouge, vous avez une lumière intrabronchique qui a complètement disparu. Et c'est la conséquence de plusieurs choses. La première, vous la voyez, c'est ce qu'on voit en violet. Ce sont des trousseaux de fibres musculaires qui viennent comprimer la bronche. Et puis vous en avez au centre, je suis désolé, je n'ai pas de flèche pour vous le montrer, au centre de la bronche, vous avez quelque chose qui apparaît comme de jaunâtre, ce sont des sécrétions bronchiques. Et si on faisait des prélèvements dans la bronche, une biopsie, voilà ce qu'on y verrait. On y verrait une muqueuse bronchique qui est pleine de ces points noirs qu'on appelle les cellules inflammatoires. La maladie asthmatique est une maladie inflammatoire. Hein. Ce n'est pas uniquement une maladie où les fibres musculaires sont resserrées. C'est pour ça que la thérapeutique de l'asthme, c'est avant tout des traitements anti-inflammatoires. Alors cette réduction du diamètre de la bronche, ça sert énormément pour poser le diagnostic de maladie asthmatique. Et c'est une réduction qui est transitoire, qui est réversible. Ça, c'est vraiment très spécifique de l'asthme et on ne le voit pas dans d'autres maladies. Et ça nous sert beaucoup quand on interroge les patients pour poser un diagnostic précis de maladie asthmatique. Et vous avez une maladie qui évolue par crise. Lorsqu'on a une crise, lorsqu'on a des symptômes d'asthme, eh bien les gens ont une gêne pour respirer à l'expiration, pour vider les poumons. D'accord? Ce n'est pas n'importe quel gène respiratoire. C'est souvent associé à une toux sèche. Et puis, c'est une maladie qui a la grande spécificité d'être à recrudescence nocturne. D'accord? Alors, on peut avoir des variations d'un patient à l'autre, mais c'est quand même des données très importantes. Et puis, ces patients-là, quand vous les voyez en dehors d'une période de crise, entre guillemets, eh ben, ils sont asymptomatiques, hein, ils sont comme vous, comme moi aujourd'hui. Peut-être que parmi vous, il y a des asthmatiques. Vous n'avez pas de symptômes, peut-être que vous en avez eu cette nuit, mais au moment de cet après-midi, il n'y en a plus. Hein, cette maladie qui est spontanément réversible. Et quand on écoute les patients, là vous avez un docteur avec son stéthoscope, quand on met le stéthoscope sur le dos des gens ou sur leur thorax, antérieur ou postérieur, on entend des sifflements dans la poitrine, des sifflements expiratoires. On sert aussi de cette réduction réversible, transitoire du diamètre des bronches pour confirmer le diagnostic. Et pour confirmer le diagnostic en asthme, on utilise une mesure du souffle. On appelle ça la spirométrie. Ça mesure des débits et des volumes respiratoires.
Et là aussi, hein, au moment de la crise, quand vous mesurez les débits bronchiques, eh bien, ils sont diminués. Il y a une valeur qu'on utilise souvent, je ne sais pas si vous la connaissez, on appelle ça le VEMS. Ça veut dire le volume que l'on est capable d'expirer par seconde, en une seconde. Donc vous avez un débit. Il est diminué pendant que les gens ont une symptomatologie clinique. Et en dehors des crises, maintenant, hein, si vous êtes asthmatique, si on vous faisait souffler, eh bien, vous avez une mesure du souffle qui est normale. Donc ça, c'est aussi une réversibilité non seulement clinique, mais aussi de la fonction respiratoire, et c'est très important pour poser le diagnostic. Si on parle un petit peu on va dire, de l'étendue de la maladie en France et dans le monde, eh bien c'est, comme on vous l'a dit, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Ce n'est pas une maladie orpheline. C'est une maladie qui touche probablement plusieurs millions de patients en France. Et vous avez en plus, vous voyez les flèches vertes, hein, qui montrent une augmentation de la prévalence, on appelle ça du nombre de cas, pour parler simple, d'asthme en France. Vous voyez, les colonnes grises, c'est en 1998, et les vertes en 2006. On a une augmentation de 2% de la maladie asthmatique, et probablement que si on faisait une nouvelle enquête en 2023, on aurait probablement une augmentation encore de quelques pourcents pour des raisons climatiques, environnementales que vous connaissez. Quand on a dit tout ça, en France, on a plus de 4 millions d'asthmatiques, hein. Donc c'est la première maladie respiratoire chronique, l'asthme. Ça mérite quand même d'être reconnu, avec des pics de fréquence chez l'enfant avant la puberté, entre 20 et 30 ans, 20 et 40 ans, et puis à la ménopause chez les femmes. Il y a une prédominance urbaine. Et puis dans le monde, alors là, vous avez une map monde avec des pays qui sont de couleurs différentes. En rouge, ce sont les pays qui ont une très forte fréquence de la maladie. Ce sont les pays qui sont très anglo-saxons. Vous voyez l'Angleterre, UK, vous voyez les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil aussi, parce que j'ai moins d'explications. Vous avez un risque une fréquence de la maladie qui est de l'ordre de 10%. La France, elle est en jaune, hein, c'est 7-8%. Puis vous avez des pays comme en bleu, comme la Russie ou la Chine, qui sont en dessous de cela. C'est peut-être aussi parce que l'asthme n'est peut-être pas la priorité nationale dans ces pays-là. Mais en tout cas, on a quand même un gradient qui est variable d'un pays à l'autre. Il y a vraiment de vraies différences entre les pays anglo-saxons et les pays latins français, enfin latins européens, pardon. Moi, je suis toujours très ennuyé quand j'entends des confrères médecins qui disent bah, vous, c'est pas grand-chose, vous avez un asthme, c'est une maladie bénigne, vous en faites pas, c'est rien du tout. On m'a envoyé plusieurs patients comme ça, hein. Moi, ça me casse les pieds pour être clair, parce que c'est pas le cas. La plupart des cas, c'est vrai que l'asthme, on arrive à la contrôler moyennant un traitement relativement simple. C'est vrai dans 90% des cas, d'accord? Mais il y a des cas où les patients risquent leur vie, d'accord? On a des patients qui meurent de leur asthme. Donc c'est important de ne pas mettre à côté d'asthme le mot bénin ou peu important, etc. C'est une faute, je pense, gravissime. D'autant plus que quand on a un asthme, on a une fonction respiratoire dans la vie qui n'est pas exactement celle que l'on aurait eue sans asthme. On a une dégradation quand même plus rapide de son asthme, de sa fonction respiratoire, quand on a un asthme. C'est ce que vous voyez sur les figures à gauche. Et puis il y a un risque vital. D'accord. Là, vous avez des cohortes très anciennes qui ont été publiées il y a plusieurs dizaines d'années dans de très bons journaux. Vous voyez que qu'on soit une femme ou un homme, eh bien, quand on a un asthme, elles sont les courbes en pointillés. On décède plus vite que quand on n'en a pas. Puis ça, c'est plus connu. C'est le nombre de décès par asthme en France. On a fait des progrès. On est aujourd'hui à plutôt 800 décès par an. C'est évidemment beaucoup trop. Mais en 2000 ou dans les années 80, on était plutôt à 2000, 3000 décès. D'accord. Donc on a fait des progrès, mais il y a encore des choses à faire. Ça génère des coûts très très importants, hein. 4 millions d'asthmatiques qui vont pas très bien, ou la plupart ne vont pas très bien, c'est quand même le constat. Ça génère des coûts de plus de 1 milliard d'euros par an, 4 millions de consultations par an en France pour asthme, et puis 375 000 journées perdues, journées de travail perdues. Ça, c'est la prévalence en fonction de l'âge. La prévalence, c'est le nombre de cas par classe d'âge. Alors, il y a une petite subtilité. Moi, je m'occupe d'adultes, et chez les adultes, vous avez essentiellement des femmes qui ont de l'asthme. C'est 60-70% de la population. Et puis, en pédiatrie, il y a beaucoup plus de garçons. Alors, on n'a pas l'explication, mais c'est des choses qui sont bien établies. En fonction de l'âge, vous voyez aussi comment ça se répartit. C'est pas un scoop, hein. On a 20% de population pédiatrique, on a une population adulte jeune,
Ce qui est plus étonnant et qui sort un petit peu des radars, c'est les 20% de seniors. Quand on est essoufflé, qu'on est senior, qu'on a plus de 65 ans, et moi quand j'étais étudiant en médecine, hein, mes maîtres à l'époque me disaient c'est pas de l'asthme, hein, c'est l'insuffisance cardiaque. Il faut se méfier, on peut avoir des asthmes authentiques. Je crois que mon record à moi en diagnostic, soit un patient de 80 ans, on ne lui avait jamais parlé d'asthme. Pourtant il en avait un, on l'a traité comme tel, et il allait très bien. Donc ça vaut quand même le coup de toujours se poser la question. L'asthme, c'est aussi une maladie qui est associée à beaucoup de ce qu'on appelle des comorbidités. Ça veut dire des maladies associées. Alors, il y en a qui ne sont pas surprenantes, par exemple la rhinite allergique. Pourquoi? Parce que l'asthme n'est pas toujours, mais souvent allergique. Donc, avoir un asthme allergique, une rhinite allergique, une conjonctivite allergique, une allergie alimentaire, une allergie médicamenteuse, c'est des choses qu'on voit souvent. L'anxiété et la dépression, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très régulièrement, hein. C'est jusqu'à 20% de la population qui est anxieuse ou déprimée chez les asthmatiques. C'est un vrai problème parce qu'il y a un cercle vicieux entre les deux. Plus vous êtes anxieux, moins votre asthme va bien, et plus l'asthme va mal, plus vous êtes anxieux. D'accord? Donc c'est un cercle vicieux effroyable. On comprend bien, hein. Quand on a un asthme, on se réveille la nuit parce que ça tousse, ça siffle, on se dit bah, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais peut-être mourir cette nuit. Mais évidemment, on est anxieux, hein, au minimum. Le matin, quand on se réveille, ça va un petit peu mieux, mais on se dit qu'est-ce qui va m'arriver ce soir. Donc vraiment, vous avez un cercle comme ça. Et c'est très important, chez des patients qui ont une maladie chronique depuis très longtemps, de traiter l'asthme, mais aussi de prendre avis auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre pour gérer ces comorbidités. La migraine, on la voit aussi assez fréquemment pour des raisons qui ne sont pas forcément très claires. L'eczéma, c'est possiblement une maladie allergique, ça pose peu de problèmes. RGO, c'est pour reflux gastro-œsophagien. On a beaucoup de reflux hein, il y a 30 ans, on disait que ça se passait comme ça, des reflux donc de sécrétion digestive qui passent dans les bronches et qui aggravent l'asthme. C'est une explication, je ne suis pas sûr qu'elle soit parfaitement bonne. Sur la droite de la diapo, vous voyez le tabac. C'est catastrophique, hein. Quand on est asthmatique, vous avez encore un quart de la population asthmatique qui fume. C'est pratiquement autant que dans la population générale, hein, alors que c'est un facteur aggravant majeur qui explique le mauvais contrôle de l'asthme. L'obésité, c'est moins connu, mais quand on est en surpoids et quand on est obèse ou très obèse, on a des asthmes souvent très difficiles à gérer. D'accord? Et moi, j'en vois toute la journée, et c'est des vrais problèmes parce que l'obésité, c'est pas facile à gérer, hein. Ça se gère pas en un claquement de doigts. Ça, c'est une diapo pour vous montrer qu'on est dans une problématique complexe. On n'a pas des patients qui sont qu'asthmatiques, on a des patients qui ont aussi d'autres problèmes médicaux, extra-médicaux, sociaux, économiques, qui gèrent des problématiques psychologiques, hein, quand on ne va pas bien dans sa vie sentimentale, dans sa vie économique, dans son travail. Eh bien, en général, quand on a un asthme en plus, il va rarement bien. Et le constat de la population asthmatique, c'est souvent, plus souvent, des patients qui ont un niveau socio-économique bas, qui sont plus souvent que les autres fumeurs, qui vivent seuls, qui ont du surpoids, de l'obésité. Alors moi, je le dis souvent de façon un petit peu pour marquer les esprits quand j'enseigne aux jeunes, hein, l'asthme. Et c'est vrai qu'on a un profil de patients qui sont en surpoids, obèses, fumeurs, qui vivent avec des conditions économiques, sentimentales difficiles, qui ont souvent un syndrome anxio-dépressif en plus. Ça veut dire qu'on a tout un ensemble de problèmes à régler pour espérer régler l'asthme. Et si vous ne prenez pas en charge l'ensemble de la problématique, vous n'avez pas le résultat espéré. D'accord? Donc ça veut dire l'intervention d'une assistante sociale, d'un psychiatre, d'une psychologue, d'un nutritionniste, d'un endocrinologue, et puis le pneumologue évidemment, mais aussi le médecin généraliste. D'accord? Donc il y a tout vraiment un ensemble de médecins qu'on doit faire interagir, ou de professionnels de santé qu'on doit faire interagir ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un asthme qui va bien? Ça, c'est quand même important de le savoir, hein, parce que sinon, on est un peu dans le flou. Un asthme qui va bien, alors c'est pas très difficile, c'est pas un scoop, c'est un patient qui n'a pas de symptômes. Mais pour être plus clair avec vous, on parle d'un patient asthmatique contrôlé, donc qui n'a pas de symptômes, à la condition qu'il n'ait pas de symptômes la journée, de toux, de sifflement intrathoracique, pas de symptômes la nuit non plus, qu'il ait une fonction respiratoire normale, qu'il n'aille jamais aux urgences pour une aggravation qu'on appelle une exacerbation de son asthme, et puis qu'il ait peu recours au traitement de secours. Vous connaissez tous la ventoline, vous en avez entendu parler, hein. La ventoline, c'est le traitement de secours, c'est le doudou, moi j'appelle ça des asthmatiques. Si j'ai pas ma ventoline, même si je vais bien, je suis inquiet, hein, c'est pas génial. Et tout ça,
Quand tous ces facteurs sont au rendez-vous, on appelle ça un asthme contrôlé. D'accord? Quand il en manque un, deux, trois et plus, ben, l'asthme est partiellement contrôlé ou non contrôlé. Donc ça, c'est la première chose que moi je fais en consultation, c'est que je m'intéresse au niveau de contrôle de l'asthme, sous traitement, d'accord? Ou sans traitement, mais en tout cas, c'est le premier point en consultation, c'est de savoir où en est mon patient. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, le constat en France, il est catastrophique. Malgré tous les moyens dont on dispose, vous avez vu qu'on dépensait 1,5 milliard d'euros par an pour l'asthme, vous avez 40% de la population qui est contrôlée. Et 40%, c'est peut-être même un peu optimiste. D'accord? Donc c'est une vraie problématique. Vous avez 60% de 4 millions de patients qui vont pas bien ou qui vont pas suffisamment bien. Et ça, c'est récent comme. C'est des chiffres de l'étude française. Je ne sais pas si je peux venir en arrière, si peut-être avec ça. Oui. C'est des chiffres d'une étude française qui date de 2006. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Donc on attend la prochaine avec un patient. C'est un CELIRDES, un institut français d'épidémiologie. Donc on n'a que cette cible, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit très différent, malheureusement. Et alors, comment vous l'expliquez? Alors je vais y venir, il y a plein de facteurs. C'est hyper important, hein. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. L'idée, c'est de savoir pourquoi l'asthme n'est pas contrôlé. Et là, on rentre dans un domaine qui est passionnant, mais qui prend beaucoup de temps en médecine parce qu'on ne trouve souvent pas une explication, mais 5, 6, 7 explications plus, parfois. Il faut faire une recherche très exhaustive. Donc je vais les dérouler devant vous, ces différentes hypothèses. Et encore une fois, elles peuvent être associées entre elles, donc ça devient compliqué. La première grande explication, je la fais apparaître en premier, c'est ce qu'on appelle des problèmes avec les thérapeutiques qu'on utilise pour traiter l'asthme. On appelle ça l'inobservance, ou le mauvais usage des traitements, ou une observance partielle. Ou voilà, c'est des gens qui prennent pas, ou qui prennent mal, ou qui prennent pas souvent leur traitement de fond. D'accord? Le traitement anti-inflammatoire dont je vous ai parlé. L'asthme est une maladie inflammatoire et il faut arriver avec des anti-inflammatoires à contrôler l'inflammation. Évidemment, si vous ne prenez pas les médicaments, si vous les prenez un jour sur deux ou 2 fois par semaine, ou si vous l'utilisez mal le dispositif, parce qu'en asthme, ce ne sont pas des comprimés avalés, ce sont des dispositifs d'inhalation qui ont tous leur spécificité. Et si le patient n'a pas compris comment l'utiliser, ben évidemment, ça ne marche pas ou pas bien. D'accord? Moi, je pourrais écrire un livre là-dessus, hein. C'est-à-dire que les gens qui m'expliquent comment ils font en pratique, vous tombez de la chaise des fois, hein. Mais c'est la vie. Et notre job à nous, c'est de comprendre pourquoi c'est mal fait et de remettre des moyens pour que ça se passe mieux, hein. Et c'est l'objectif, un des objectifs de Sierra qu'on a créé à la Croix-Rousse. J'ai marqué pollution domestique, pollution extérieure. J'aurais pu rajouter pollution professionnelle. Et le tabac, évidemment, hein. Ça, c'est des agresseurs importants. Donc, c'est les questions qui suivent, hein. C'est où vous travaillez, où vous habitez, est-ce que vous fumez, est-ce que sous votre toit on fume ou pas. Et c'est vraiment très, très important. Et là, on a aussi des surprises, hein. L'exposition antigénique, là, je l'ai dit, c'est souvent allergique. Donc c'est important d'aller chercher des explications, le chat, le chien, les poussières, les acariens, les moisissures. Les moisissures, c'est un problème qu'on n'envisage pas souvent. Et vous verrez qu'on a des moyens maintenant pour aller au domicile des patients, pour essayer de faire des expertises précises de ces situations-là. Les blattes, les animaux, les nouveaux animaux domestiques, hein, il y a plein de choses, hein. Là aussi, on peut créer des livres. Les expositions virales, les virus, on les oublie souvent. Mais c'est probablement un des facteurs principaux d'aggravation de l'asthme. C'est pour ça qu'on embête les patients avec le le vaccin de la grippe, avec le vaccin du Covid. C'est important. On a peut-être demain le vaccin du VRS, on a entendu parler, hein, c'est à la mode, le vaccin VRS. C'est des virus qui aggravent l'asthme, et si on peut s'en protéger, c'est peut-être très intéressant. J'ai mis RCS, PNS, c'est des acronymes barbares, c'est les maladies ORL. RCS, c'est pour rhinosinusite chronique et PNS, c'est pour polypose nasosinusienne, des maladies qui sont très fréquentes chez l'asthmatique. Pourquoi? Parce que c'est la même muqueuse, hein. Les muqueuses des bronches et du nez, c'est les mêmes. Et donc, ça s'exprime comme ça. Et on sait que quand on a une maladie chronique ORL, qu'on ne s'en occupe pas, ben, l'asthme a peu de chances d'aller très bien. Donc, c'est important de s'occuper des deux. J'ai marqué le RGO, hein, ça c'est classique, le reflux gastro-œsophagien. Quand on a des remontées acides, quand on est couché dans son lit, qu'on a des remontées acides, ben, si on ne les traite pas, ça va dans les bronches et ça provoque de l'inflammation.
Le surpoids, l'obésité, j'en ai parlé. C'est pas uniquement une question sur la balance, hein. C'est pas qu'une question de poids, hein. On pourrait imaginer qu'effectivement, être en surpoids ou obèse, ça va comprimer les bronches. C'est vrai en partie. Mais on a montré que dans la masse graisseuse, ça générait de l'inflammation. Une inflammation très particulière qui ensuite diffuse dans l'ensemble de l'organisme, et notamment au niveau des bronches et des poumons. D'accord? Et quand on gère les patients par un amaigrissement, vous avez entendu parler de la chirurgie bariatrique? On met des anneaux, on fait des sleeves, des choses comme ça. Eh bien, on fait maigrir les patients, on réduit leur inflammation et leur asthme va mieux. Le syndrome d'apnée du sommeil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est extrêmement fréquent, hein. C'est des gens qui dorment et qui font des pauses respiratoires la nuit parce que leurs voies aériennes se ferment. En général, c'est dû à l'obésité en grande partie. Bien là aussi, hein, c'est absolument important de les chercher. Dans l'asthme sévère, 50% de la population a aussi un syndrome d'apnée du sommeil. Donc le chercher, le traiter, c'est capital. Les médicaments, il y en a certains qui sont dangereux pour l'asthmatique. Alors, c'est pas très courant, mais chez certains asthmatiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, etc., ça peut être dangereux. L'aspirine, ça peut être dangereux. Les bêta-bloquants, c'est des médicaments qu'on utilise pour traiter l'hypertension. Ça, c'est toujours dangereux. C'est contre-indiqué. Donc, il y a 2-3 classes de médicamenteuses comme ça qu'il faut chercher quand on a à s'occuper d'un asthmatique. J'ai mis diagnostic différentiel parce que le diagnostic d'asthme n'est pas facile, malgré ce que je vous ai dit en introduction. On n'a pas, comme dans le diabète, la mesure de la glycémie, ou dans l'hypertension, on met un brassard, on mesure la tension artérielle. Dans l'asthme, c'est assez subjectif, hein. On interroge le patient, et puis c'est des arguments pour ou contre, une probabilité de diagnostic. On n'a pas le critère toujours très important. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis bien en présence d'un asthme ou autre chose? Et des maladies bronchiques, ça ne manque pas, hein. La BPCO, vous avez entendu parler, qui est due au tabac, la dilatation des bronches, et puis on a des maladies associées qu'on appelle l'hyperventilation, le syndrome de dysfonction laryngée, etc. Et tout ça, ça mérite vraiment d'être exploré, et une consultation en pneumologie est capitale pour aller au fond des choses. J'ai marqué les facteurs psychologiques, j'en ai parlé aussi, hein, l'anxiété, la dépression, puis parfois des choses beaucoup plus embêtantes. Ça mérite vraiment d'être cherché. Moi, je confie tous mes patients asthmatiques qui vont pas bien à une psychologue et puis au service d'éducation thérapeutique. Et alors, je connais pas les détails parce que c'est très cloisonné, je connais pas les données pour chaque patient, mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, c'est pas mon job. Mais la psychologue qui s'occupe de notre série de patients asthmatiques, elle a des diagnostics psychologiques qui sont bien au-delà de la dépression et de l'anxiété. On a des problèmes d'harcèlement, d'abus de différentes natures. Et c'est des lourdes pathologies psychiatriques qu'il faut faire prendre en charge aussi. Quand on a éliminé tous ces facteurs, qu'on s'en est occupé de tous, souvent l'asthme va mieux, mais ce n'est pas le cas pour tous. Il y en a certains qui, malgré une prise en charge complète de l'asthme, restent très difficiles à contrôler avec beaucoup de symptômes. On appelle ça l'asthme sévère. L'asthme sévère, j'ai marqué 4%, c'est entre 3 et 5% des asthmatiques. D'accord? Et ça, c'est vraiment le cœur du métier que je fais à la Croix-Rousse, même si je m'occupe beaucoup de tout ce qui est à gauche dans la diapositive, parce que ce sont les premières étapes avant d'aller peut-être vers un diagnostic d'asthme sévère. Ça, je ne vais pas le détailler, mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous indiquer que la maladie asthmatique est une maladie complexe d'un point de vue biologique aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré à gauche la biopsie d'une bronche. Il y avait plein de cellules inflammatoires, c'est les points noirs que vous voyez. Quand on analyse d'un point de vue immunologique ces patients asthmatiques, on est capable de les regrouper dans des sous-groupes de maladies. D'accord? La maladie qui va être inflammatoire allergique, une autre qui va être due à une inflammation avec des cellules qu'on appelle des éosinophiles, et puis une autre avec des cellules neutrophiliques, enfin peu importe. Mais c'est très important dans mon travail à moi, non seulement d'identifier le diagnostic d'asthme, mais aussi de comprendre les mécanismes inflammatoires pour un patient donné. Parce qu'aujourd'hui, on s'en sert pour adapter la thérapeutique. Si vous êtes dans un profil inflammatoire allergique, on aura tel médicament. Si vous êtes plutôt dans la partie droite de la diapositive, on en aura d'autres. Ce ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas utiliser l'un à la place de l'autre en général, hein. Donc il faut une expertise qui est importante. Je ne vais pas vous en faire des tonnes sur le traitement parce que c'est très compliqué le diagnostic, le traitement de l'asthme. Mais je vais vous donner des éléments qui sont très importants. Le premier, c'est celui-ci. Ça repose sur l'utilisation des corticoïdes inhalés.
Alors, il y a plein de patients qui, ou ils me le disent ou ils ne me le disent pas d'ailleurs, hein, qui sont corticophobes. Ils ont entendu dire que la cortisone, bah, ça faisait grossir, ça faisait perdre les muscles, ça donnait la cataracte, de l'hypertension, du diabète. C'est vrai, mais c'est vrai que la cortisone orale, en comprimé, d'accord? Pour la corticothérapie inhalée, on utilise toujours la dose minimale nécessaire, mais entre guillemets, c'est un mal nécessaire, d'accord? On ne peut pas traiter un asthme correctement sans une petite dose de corticoïdes inhalés. Donc on utilise les doses les plus faibles possibles, et puis après, dans certaines situations, on n'a pas le choix, c'est des doses un peu plus importantes, mais ça reste très inférieur à une posologie de corticoïdes qu'on prend pour une aggravation de son asthme, d'accord, par la bouche. Il y a un autre médicament qu'on utilise souvent, ce sont les bronchodilatateurs. Les bronchodilatateurs qui sont aussi administrés par voie inhalée, associés aux corticoïdes inhalés. C'est vraiment un couple thérapeutique extrêmement utile. Et puis parfois, parce que l'asthme n'est pas suffisamment contrôlé avec ces traitements, on augmente la dose de corticoïdes inhalés jusqu'à une dose moyenne ou forte. Ça peut arriver, et dans mon travail à moi, ça arrive tout le temps parce que je m'occupe surtout d'asthme sévère. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure sur la diapositive précédente qu'on allait analyser les mécanismes inflammatoires. Et ça nous permet pour les asthmes les plus sévères, qui sont à la droite de cette diapositive, d'utiliser ce qu'on appelle des biothérapies qui vont cibler des éléments de l'inflammation de la bronche. On va pouvoir cibler l'allergie, on va pouvoir cibler les éosinophiles, on va pouvoir cibler des molécules un petit peu nouvelles qu'on appelle des alarmines, enfin peu importe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 ou 6 médicaments, des biothérapies, qui sont extrêmement utiles et qui ont changé la vie de beaucoup d'asthmatiques. Et puis la recherche clinique ne s'arrête jamais, heureusement, hein. On a beaucoup de perspectives qui sont en cours de développement. Et puis en vert, je vous marque simplement les médicaments qu'on utilise en secours. Le traitement de secours avec de la ventoline, pour ne pas la nommer, ou un autre, peu importe, c'est jamais ou presque jamais le seul traitement de l'asthme, d'accord? C'est juste un traitement pour traiter des symptômes s'ils surviennent, d'accord? Mais c'est une faute de n'utiliser que son traitement de secours en disant je le prends, ça me fait du bien, j'en prends 25 fois par jour, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'en utiliser le moins possible en ayant une prise matin et soir de traitement inhalé et d'avoir un asthme qui va très très bien. D'accord? Donc le constat que je vous ai dressé, il n'est pas génial en asthme, hein. Vous avez une maladie qui est ultra fréquente, c'est plus de 4 millions d'asthmatiques en France. Le plus souvent, dans 60% des cas, et peut-être même dans 80% des cas, sont des asthmes qui vont pas très bien ou très mal. La prise en charge, elle est complexe. Vous avez vu qu'il ne suffisait pas d'être pneumologue pour gérer le problème, hein. Il faut parfois être aussi psychiatre, psychologue, endocrinologue, somnologue, s'occuper du syndrome d'apnée du sommeil, ORL pour le nez, endocrinologue, qu'est-ce que j'ai oublié, réanimateur parfois, urgentiste, gastro-entérologue. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir, quand on est médecin dans son coin, médecin généraliste ou même un pneumologue, hein, c'est difficile d'avoir sous la main, on va dire, tous les confrères ou tous les professionnels de santé capables de gérer la maladie. Donc la démarche pluridisciplinaire, elle est capitale, mais elle est difficile à mettre en place. Et le constat, c'est aussi qu'on a probablement 3%, vous voyez, 3 ou 4% de 4 millions d'asthmatiques, ça fait quand même du monde. Et finalement, vous avez très peu de patients traités par biothérapie. Vous en avez, je ne sais pas, peut-être 10% qui sont traités. Ça veut dire que vous avez 80 ou 90% des asthmes sévères qui sont dans la nature, personne ne s'en occupe, ou pas bien, ou pas suffisamment. Et il y a un problème vraiment de référencement de ces patients vers des centres qui s'occupent de l'asthme. Donc, sur ces éléments-là, on a décidé depuis plusieurs années, enfin moi c'est un projet ancien, mais j'avais imaginé de créer un centre expert dans l'asthme. Et grâce à la Direction générale des hospices civils de Lyon, on a pu le monter après quelques années de travail, hein, quand même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a pu monter ce centre qui s'appelle donc le Centre intégré d'expertise et de recherche en asthme, qui est basé à la Croix-Rousse et que je vais vous présenter avec quelques diapositives. Il y a 3 axes prioritaires de développement qu'on a mis en place. Ils ne sont pas tous encore en action parce que le centre a débuté en février 2023, mais progressivement, on essaie de les combler. Le premier, c'est d'améliorer le parcours de soins de l'asthmatique.
C'est un peu ce que je vous disais juste avant, hein. Vous avez plein d'asthmatiques qui sont perdus dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils vont souvent aux urgences. Ils vont voir leur pharmacien parce qu'ils ont besoin de Ventoline, parce qu'ils n'en ont plus, ils vont pas bien, ils en consomment beaucoup. Et l'idée, c'est de les remettre sur, on va dire, un schéma, un parcours de soins correct, pour qu'ils aillent voir un médecin généraliste, un pneumologue, pourquoi pas le centre Sierra s'il y en a besoin. Mais l'objectif, hein, je ne suis pas là pour faire de la pub de Sierra, l'objectif, c'est pas que tous les asthmatiques arrivent à la Croix-Rousse. C'est impossible, hein. En région Rhône-Alpes-Auvergne, vous avez 800 000 asthmatiques. Donc, au secours, hein. Moi, je veux dormir la nuit, hein. Donc, l'idée, c'est de mailler sur le territoire un réseau de soins qui soit efficace pour que la majorité des asthmatiques soient le mieux traités possible. Le deuxième axe de travail, c'est quand même d'augmenter nos capacités pour accueillir et prendre en charge des asthmatiques sévères ou très sévères à la Croix-Rousse. Donc on a dû obtenir des moyens grâce à la Direction générale des hospices. On les a en grande partie, même si c'est un travail qui doit être poursuivi. Et le troisième axe, c'est la promotion de la recherche et de la formation et de l'information en asthme, et on essaie de s'y atteler aussi. Alors pour l'axe A, améliorer le parcours de soins des asthmatiques, on a identifié des moments dans la vie d'un asthmatique où on est probablement en meilleure situation pour les capter, en fait. Capter, entre guillemets, hein, mais où on peut les identifier, leur dire, ben là, je te vois, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose pour toi, hein, c'est un peu ça le truc. Et un des premiers checkpoints, sont les urgences. Vous avez plein d'asthmatiques qui arrivent aux urgences parce qu'ils vont pas bien depuis quelques jours. Alors ils arrivent en situation plus ou moins précaire, hein, parfois grave. Et puis on les soigne. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont mieux, ils repartent jusqu'à la prochaine fois. Ça, c'est capital. Il faut absolument éviter ça. Donc l'idée, c'est qu'on a mis en place, qui va se développer, c'est à Sierra, c'est d'appeler les centres d'urgence. Pour l'instant, on travaille avec HEH et le service des urgences de la Croix-Rousse. On les appelle une ou deux fois par semaine. Ils nous donnent le listing des asthmatiques et on les appelle, les asthmatiques. Et l'infirmière leur demande où en êtes-vous dans votre asthme? Est-ce que vous avez un pneumologue? Est-ce que vous avez un médecin généraliste? Est-ce que vous avez un rendez-vous qui est programmé? Puis en fonction, oui ou non. Alors on peut se faire aussi raccrocher le téléphone au nez, hein, c'est possible, hein, mais les gens sont quand même en général ont envie qu'on les aide plutôt. Et donc on va essayer de trouver les professionnels de santé de proximité. D'accord? Le deuxième checkpoint sont les pharmacies. Et en ce moment, on a un travail très intéressant avec l'URPS. L'URPS, c'est quelque chose au niveau régional, au Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'occupe des problèmes des pharmaciens et notamment de la pathologie asthmatique, qui est une des priorités. Ils les identifient assez facilement parce que ce sont des patients qui viennent encore une fois souvent pour récupérer de la ventoline, ou au contraire qui viennent jamais chercher leur traitement de fond, ou pas souvent. D'accord? Et là, les pharmaciens font aujourd'hui ce qu'on appelle la pharmacie clinique. Non seulement ils distribuent des médicaments, mais ils peuvent aussi faire des consultations où ils vont regarder comment le patient prend son traitement, est-ce qu'il le prend correctement, est-ce qu'il le prend régulièrement. Et puis s'il y a des alertes, il peut contacter. L'idée, c'est ça, c'est que le pharmacien puisse contacter le médecin généraliste, le pneumologue, ou pourquoi pas Sierra pour avoir un conseil. Le troisième checkpoint, c'est évidemment la médecine générale. Alors là, on est un peu plus en difficulté parce que la médecine générale, c'est elle qui gère les 4 millions d'asthmatiques ou les 800 000 asthmatiques en région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais c'est quand même important quand le médecin généraliste est en difficulté pour contrôler un asthme, qu'il puisse avoir un référent, soit un pneumologue de proximité, soit Sierra s'il y a besoin. Et puis l'asthme est géré aussi par d'autres professionnels. Quand vous êtes dermatologue, vous occupez d'eczéma. Vous avez 5% des gens avec une dermatite atopique qui ont aussi un asthme. Quand vous êtes ORL, vous vous occupez de polypose, vous avez 30, 40, 50% de vos patients qui ont aussi un asthme. Donc c'est vrai aussi en pédiatrie, c'est vrai en endocrinologie, ils peuvent avoir des asthmatiques et l'idée c'est qu'on puisse leur rendre service. Et pour tout ça, on a mis en place des hotlines. Ces professionnels peuvent nous appeler et on essaie de rendre des services on va dire d'information ou des rendez-vous. Alors vous avez vu que c'est un outil Sierra qui est plutôt à la disposition des médecins. Si vous êtes asthmatique, vous appelez Sierra, moi je ne vous verrai pas parce qu'il faut absolument, faut pas qu'on soit noyé. Il est capital qu'il y ait une première évaluation par un médecin. D'accord? Sierra, ce n'est pas un outil qui peut s'occuper des 800 000, encore une fois, asthmatiques de Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord?
Mais on voit beaucoup de patients, hein. Moi, je vois 60 consultants par an, par jour, pardon, par an, par jour, et je consulte 5 jours par semaine. Donc on voit beaucoup, beaucoup de patients, mais on ne peut pas faire beaucoup plus quand même. Donc il faut sélectionner un petit peu. L'autre, c'est faciliter l'adressage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un patient, un médecin spécialiste ou un médecin généraliste qui a identifié un patient qui ne s'en sort pas, il faut que nous, on puisse le voir quand même, ce patient. D'accord? Ce n'est pas que des conseils au téléphone. Et grâce aux moyens que nous a donné la Direction générale des Hospices civils de Lyon, et aux moyens qu'on espère en plus, on va dire, l'idée, c'est de pouvoir voir un asthmatique sous 15 jours. D'accord? Et de le revoir avec un bilan fait sous, j'ai marqué 4 à 6 semaines. Avant Sierra, c'était pas ça, hein. Avant Sierra, c'était plutôt 2 mois, hein. Donc on a fait des progrès. C'est jamais suffisant, mais on essaie de gagner du temps comme ça, c'est important. Vous savez que le retard diagnostique d'un asthme sévère aujourd'hui en France, c'est plutôt 5 ans. 5 ans avant qu'il voit le spécialiste qui va mettre un nom sur ses problèmes de santé. D'accord? Donc c'est important de gagner du temps parce qu'il y a quand même des asthmes, vous avez vu, qui ont une qualité de vie effroyable ou qui meurent de leur asthme. Adressage, évidemment, d'autres spécialistes peuvent faire appel à Sierra, je ne vais pas les détailler ici, mais on travaille surtout quand même avec des pneumologues de la région Rhône-Alpes-Auvergne depuis très longtemps. On a un outil qui est important aussi, qui s'appelle la RCP. La RCP, c'est très populaire, ça veut dire Réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est un outil qui est très utilisé en oncologie. D'accord? Il y a des oncologues, des spécialistes d'organes, des radiothérapeutes, des chirurgiens. Alors en asthme, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de l'endocrinologue, on a besoin de l'ORL, du radiologue, du pneumologue. Et on a quand même des réunions comme ça mensuelles qui nous permettent de discuter des dossiers difficiles en visio. Hein. Quand vous avez un médecin à Annecy qui a un problème d'asthme, eh bien, il se connecte à la visio de la Croix-Rousse. On discute avec lui de son dossier, on le conseille sur les examens qui peuvent être faits pour mieux comprendre ce qui se passe, ou sur une thérapeutique à utiliser. Puis on rediscute avec lui quelques semaines après pour voir si les conseils qu'on a donnés ont porté leurs fruits. Donc la visio, c'est vraiment un enseignement du Covid qui nous a permis de faire de la communication et de la relation à bon niveau. Et cette RCP, elle est régionale? Elle est régionale, tout à fait. Hein. Elle est une fois par mois, c'est souvent le mardi soir ou le mercredi soir. Sierra, c'est donc on a demandé des moyens pour effectivement comprendre l'absence de contrôle dans l'asthme. Alors vous rappelez ce schéma que je vous ai montré avec toutes les causes qui peuvent expliquer le non-contrôle. Et aux Hospices civils de Lyon, on a la chance d'avoir un panel de professionnels de santé qui existe déjà, qu'on a sensibilisé en plus à l'asthme pour certains d'entre eux, mais on a toujours un correspondant disponible. Et je crois que c'est une des forces des hospices, c'est d'avoir vraiment toutes les disciplines et tous les professionnels de santé pour s'occuper d'une maladie comme l'asthme. Pour l'observance thérapeutique, on a mis en place ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est extrêmement important. Ça existe très peu, hein. Il y a, en région Rhône-Alpes-Auvergne, je pense qu'il y a 3 ou 4 centres qui font de l'éducation thérapeutique, puis c'est tout, hein. Donc c'est important, on a du temps médical pour ça, on a des infirmières, des psychologues, des kinésithérapeutes, une assistante sociale qui vont gérer l'observance thérapeutique et pourquoi ça ne marche pas, etc. C'est des plans qui sont validés par l'ARS et qui sont extrêmement puissants. Je pense que sans éducation thérapeutique, un centre comme Sierra n'a pas vraiment d'intérêt. On a du temps psychologue, du temps psychiatre, ça c'est précieux, c'est que c'est compliqué de trouver des psychiatres, hein, par les temps qui courent. Donc on a la chance d'avoir un très bon service qui nous aide beaucoup en suivant les patients et en les prenant en charge. On a du temps CMEI. CMEI, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça veut dire conseiller, le M, il a un peu discuté, conseiller en environnement intérieur. Ce sont des gens qui sont formés à Strasbourg, parce que c'est la seule école en France, et qui ensuite, avec accord des patients évidemment, peuvent se déplacer au domicile et de faire une expertise du domicile. Alors quand c'est le problème du chat et du chien, on le sait, on n'a pas besoin du CEI, mais quand ce sont des moisissures, quand ce sont des façons de vivre qui sont pas adéquates parce qu'on n'aère pas son logement, parce qu'on a, je sais pas quoi, c'est indescriptible des fois, hein, je veux dire, c'est fou, on voit des choses qui sont, voilà. Donc il y a de gros, c'est une vraie problématique et on est très content d'avoir à nos dispositions une conseillère en environnement intérieur qui est financée par l'ARS. Et à la Croix-Rousse, on en a une, c'est super. On a du temps ORL, hein, à la Croix-Rousse, il y a des ORL qui s'intéressent beaucoup à la polypose, donc c'est génial. On a parfois affaire à des médicaments, donc on a pu déployer depuis quelques années, avant Sierra d'ailleurs,
ce qu'on appelle des tests de provocation, par exemple à l'aspirine. Quand l'aspirine pose un problème, est-ce qu'on est sûr que c'est l'aspirine? Donc on peut faire des tests et de montrer que l'aspirine est responsable ou non des problèmes. Ça, c'est très important, mais ça nécessite pour être fait d'avoir une structure comme Sierra, où les patients sont en sécurité, où on va donner des doses progressivement croissantes d'aspirine en surveillant les patients, en surveillant leur fonction respiratoire. Et ça, c'est très important. On a un allergologue aussi. L'allergologue, c'est capital. L'asthme est souvent allergique. Donc avoir une expertise allergologique, c'est très important. On a la chance d'avoir de très bons gastro-entérologues qui s'occupent du reflux, mais pas uniquement, des maladies inflammatoires qui sont associées à l'asthme. On appelle ça l'œsophagite eosinophile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Là aussi, on a vraiment de très bons spécialistes aux hospices. On a un service très compétent en obésité à Lyon Sud, au CHLS. Donc là, c'est vraiment des correspondants qu'on sollicite régulièrement. On a de la dictologie, c'est capital. On a des spécialistes du sommeil. Vous voyez qu'on a un panel de spécialistes importants. Je vais parler tout à l'heure des profils inflammatoires. Je ne vais pas les détailler, mais c'est aussi important d'avoir une capacité à évaluer l'inflammation. Et pour ça, on a développé des moyens allergologiques, des moyens biologiques, des moyens de bilan inflammatoire qui nous permettent de dire tel patient, il correspond à tel mécanisme inflammatoire et pour lui, on va pouvoir lui proposer plutôt ce médicament qu'un autre. Et ça, c'est très important. Et tout ça, ce sont des moyens disponibles de façon assez facile à la Croix-Rousse. Ça nous permet aussi, avec tout l'ensemble des résultats, de discuter les dossiers en réunion de concertation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire des choix thérapeutiques, de faire des propositions d'objectifs thérapeutiques, d'évaluer les patients, et puis de poursuivre soit le traitement qu'on a choisi initialement, soit en cas d'échec, d'en changer. On doit gérer aussi les maladies associées ou induites par les traitements qu'on utilise. Là, je cible beaucoup la cortisone. Moi, je vois des patients, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, elle a été traitée par un médicament qu'on appelle le Kenacort. Le Kenacort, c'est de la cortisone retard qu'on injectait une fois par an dans les années 80, puis les gens étaient tranquilles pendant 3-4 mois, mais au prix d'effets secondaires très très importants. Et elle a été traitée comme ça de 80 jusqu'en 2010, je crois. Vous voyez, 40 ans 30 ans de corticoïdes retard. Plus couramment, on a des patients qui prennent de la cortisone 5, 10, 15, 20 mg par jour pendant quelques années, ou qui en prennent souvent pour traiter des exacerbations, pendant 5 jours à chaque fois, mais très souvent. Et à la fin, vous avez des posologies de corticoïdes sur une année qui sont absolument effrayantes. Il faut savoir qu'à partir de 500 mg de cortisone par an, on a des risques d'effets secondaires importants. Il y a beaucoup de patients qui en prennent beaucoup plus. Si vous prenez 10 mg de cortisone par jour, au bout d'un an, vous avez mangé 3,5 g de cortisone. D'accord? Et ça, au bout de quelques années, vous allez développer tous les problèmes qui sont là autour. Et quand vous êtes asthmatique sous corticoïdes pendant longtemps, c'est important qu'on s'occupe de ces problèmes-là. Et là, à nouveau, à la Croix-Rousse, on a, c'est à la Croix-Rousse et dans les autres structures des hospices, on va dire, on a les spécialistes pour nous aider à gérer ces maladies induites. Alors la cardiologie, on l'oublie souvent, mais la cortisone, c'est quelque chose qui augmente la mortalité cardiovasculaire. Donc faire des bilans cardiologiques à ces patients-là, c'est capital. Ça peut être le test à l'effort, ça peut être une coronarographie, mais parfois on a des surprises. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui prennent de la cortisone, souvent des bleus sur les bras. Ils ont les bras qui sont très fragiles, la peau qui est très fragile. On appelle ça la dermatoporose. Vous connaissez l'ostéoporose? C'est les os fragiles. La dermatoporose, c'est la peau fragile. Donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement, en tout cas pour l'instant, mais voilà, on essaie de réduire la dose de cortisone pour limiter l'évolution. On a des patients qui ont une amyotrophie. Quand vous prenez de la cortisone, vous avez des muscles qui fondent. Donc là, on en fait le diagnostic par des explorations fonctionnelles. Et ensuite, on remet les patients à l'activité physique avec des kinés, avec des coachs sportifs. Et ça permet d'améliorer les choses. La cataracte, c'est une grande complication aussi de la cortisone. Et à la Croix-Rousse, on a la chance d'avoir des ophtalmos très compétents. L'ostéoporose, on les envoie plutôt sur d'autres sites des hospices, parce qu'on n'a pas de rhumatologue à la Croix-Rousse, mais peu importe. Et donc, ils sont très, très sollicités pour des densitométries osseuses, pour des traitements de l'ostéoporose. Et puis, on travaille beaucoup avec les endocrinologues. On en a une qui vient d'arriver à la Croix-Rousse, c'est génial, pour gérer le diabète, qui est une complication de la cortisone. Et puis, quand on a pris de la cortisone pendant longtemps, on a une complication qu'on appelle l'insuffisance surrénalienne. Les surrénales sont des petites glandes en dessous des reins qui ont comme rôle de produire de la cortisone naturelle. Quand vous prenez de la cortisone
médicament pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ces petites glandes qu'on appelle les surrénales, elles s'arrêtent de travailler. Et le problème, c'est que quand vous arrêtez la cortisone parce que votre asthme va mieux grâce aux médicaments modernes, ces glandes, elles ne se remettent pas à travailler. Et là, vous avez une catastrophe possible. Donc c'est important d'avoir un diagnostic endocrinologique pour dire oui ou non, il y a une insuffisance surrénalienne associée. Et la traiter si besoin. Le troisième axe, c'est pas un axe directement patient, mais c'est capital parce que si vous ne faites pas ce troisième axe, les autres, ils se cassent la figure au bout d'un certain temps. La formation, l'information et la recherche, si vous ne faites pas ces actions-là, vous ne pouvez pas mener à bien ou être performant dans les autres. Donc la formation, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé. C'est la formation des professionnels de santé. C'est la formation des infirmières qui participent à la structure ou même d'autres. Et la formation des patients. On est très intéressés, nous, pour former des patients experts. Patients experts qui peuvent venir raconter leur histoire à d'autres patients. C'est un gros investissement parce que c'est 40 heures de formation dans les structures d'éducation thérapeutique. Mais après, c'est vraiment très, très précieux et on est très désireux d'accueillir de nouveaux patients experts à la Croix-Rousse. Les professionnels de santé, on a des liens très forts aussi avec les différentes mairies de la Courlie. Et prochainement, on a des réunions avec eux pour Vénissieux, Villeurbanne, Saint-Priest, Lyon bientôt. Donc c'est vrai, ça marche bien. On participe à la formation ou à l'information ou à des sessions, des conférences un peu comme aujourd'hui auprès de différents professionnels de santé qui ont des associations professionnelles, des associations de patients. On participe aux événements locaux, régionaux, nationaux autour de l'asthme, de l'allergie, de l'environnement, c'est capital. Le réchauffement climatique, c'est pas complètement anodin non plus dans l'asthme. Et puis la recherche, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur depuis très longtemps et qu'on va essayer de rendre encore plus visible. La première recherche que l'on fait, c'est la recherche clinique, parce que on n'a pas toujours la solution thérapeutique disponible pour tous les patients. On a des patients qui sont en échec thérapeutique et pour lesquels on n'a pas d'autres options disponibles. Et heureusement, en participant à la recherche clinique, on a des options. Alors, ce n'est pas du traitement, mais c'est de la recherche pour essayer de faire quelque chose en plus. Et ce que je dis aux patients, c'est toujours mieux que le statu quo. D'accord ? C'est d'essayer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a développé toutes les biothérapies. Moi, je fais de la recherche clinique depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait rien du tout. C'est comme ça qu'on a mis en place les biothérapies, qu'on a montré qu'elles étaient efficaces. Il y a des patients qui bénéficient depuis bien des années de ces biothérapies avant qu'elles soient commercialisées. Donc c'est vraiment important de cette participation aux essais thérapeutiques. Alors il faut bien expliquer aux patients, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre ce que ça veut dire. Le premier réflexe, c'est de dire moi j'ai pas envie d'être un cobaye. Le problème, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'on est en situation d'échec thérapeutique. On peut rester comme ça, c'est le statu quo. Puis si c'est le souhait du patient, on le respecte évidemment. Mais s'il souhaite faire un peu plus, avec des médicaments qui ont quand même été évalués depuis plusieurs années, ce n'est pas des médicaments qui ont été inventés hier matin, on peut améliorer les choses. Et la plupart des patients vont mieux en essais thérapeutiques. Donc on participe à tous les essais industriels en asthme et dans d'autres maladies bronchiques, notamment la BPCO. Et on participe aussi à des essais académiques. Académiques, c'est quoi? C'est des médecins chercheurs en France ou à l'étranger qui inventent une étude pour répondre à une question. Et c'est complémentaire à l'industrie parce que ce n'est pas les mêmes questions. L'industrie est quand même intéressée pour, in fine, vendre des médicaments. Et nous, on va proposer des études qui vont académiques, qui vont répondre à des questions tout aussi importantes, mais un peu, on va dire, en dehors des chemins des traitements. D'accord ? Donc en ce moment, par exemple, moi, je coach un projet franco-belge qui coordonne une quinzaine de centres en Belgique et puis 16 centres en France, où on essaie de comparer deux biothérapies. C'est typiquement ce que font jamais les labos. Ils ne se comparent jamais entre eux. Donc nous, on le fait, et ça nous permet peut-être demain d'avoir, pour tel profil de patient, plutôt faciliter cette drogue qu'une autre. Quand je dis drogue, c'est un médicament. Okay. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc on fait beaucoup de recherches comme ça. Le deuxième axe de recherche, c'est moi je collabore avec une structure qui s'appelle PEL Lyon, ça veut dire Pharmaco-épidémiologie Lyon.
Et là, c'est une recherche très particulière qui se fait avec les bases de l'assurance maladie. Alors c'est extrêmement riche parce qu'en France, on a un pays qui est un peu, qui est très, comment dire, tout est noté dans les registres. La carte vitale, elle sert à ça, hein. Quand vous allez à la pharmacie, vous êtes pisté et vos médicaments sont sur un registre. Et pour les 4 millions d'asthmatiques en France, eh bien, on sait exactement ce qu'ils prennent. On sait s'ils ont été hospitalisés, on sait s'ils sont en arrêt de travail. Alors c'est anonymisé évidemment, hein, mais on a des données extrêmement fiables. Et dans l'asthme sévère, par exemple, on peut faire la liste de tous les patients qui ont des biothérapies et de regarder si, depuis qu'ils l'ont, ils vont moins à l'hôpital, par exemple, ou ils prennent moins de cortisone. Donc c'est des données très importantes sur des millions de patients, des centaines de milliers de patients. Et donc c'est une recherche passionnante qui permet de comprendre les choses. Et le troisième axe, c'est un axe qui me tient très à cœur et je pense que je vais y passer beaucoup plus de temps dans les futurs mois ou années. C'est une collaboration avec une structure INSERM qui s'appelle VIRPAT, qui est gérée par le professeur Lina. Vous connaissez, on l'a vu beaucoup, hein, pendant le Covid. Il est professeur de virologie et il travaille à l'hôpital de la Croix-Rousse en virologie. Et avec le docteur Rosa Calatrava, ils sont basés à l'ANEC, ils ont un super labo de recherche. Et ils travaillent sur les virus respiratoires. Alors avec eux, moi j'ai beaucoup collaboré sur le Covid, on a monté des projets de recherche très intéressants, mais ils ont à leur disposition une banque de données, une banque de virus respiratoires extrêmement large. On travaille sur le virus de la grippe, on travaille sur le virus VRS, on travaille sur le virus Covid aussi. Et ça nous permet de voir ce qu'un virus peut provoquer quand on le met en présence d'un épithélium. L'épithélium, c'est la couche de revêtement des bronches, des cellules des bronches. D'accord ? Donc on met le virus sur les bronches et on regarde qu'est-ce qui se passe en termes d'inflammation. Et comment on peut, en mettant des molécules, bloquer cette inflammation. Donc l'idée, c'est comprendre ce qui se passe et puis c'est aussi développer des moyens thérapeutiques nouveaux. Je vous ai dit, hein, le virus, c'est un des facteurs plus importants que les allergènes. C'est plus important que les graminées ou que les acariens, les virus, hein, c'est capital. Et donc là, il y a vraiment un profil de recherche qui est fabuleux. Et on est très en phase et on va commencer rapidement avec des étudiants et ça promet de beaux projets de recherche. Donc c'est bien parce que ça nous fait sortir un peu le guidon du soin, même si le soin c'est passionnant. Mais la recherche, c'est capital, hein. C'est l'élément, en fait, je vous ai présenté les choses comme ça. Je vous ai présenté le soin, la formation, la recherche. On aurait pu commencer à l'inverse, hein. Commencer par la recherche, puis ensuite faire le soin, etc. Ça tourne vraiment comme ça, hein. Si vous coupez le cercle, ça ne marche plus, hein. À un moment, ça ne suffit plus. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu où on se situe. On est situé à H3. C'est un des bâtiments de la Croix-Rousse. On a une activité, beaucoup de consultations et d'avis. On fait beaucoup de ce qu'on appelle d'hospitalisation de jour pour faire des bilans d'asthme et initier parfois des traitements. On fait de la recherche clinique. On a la chance d'avoir des attachés de recherche clinique qui travaillent très très bien. On fait de l'éducation thérapeutique. Et l'équipe, pour l'instant, elle n'est pas complètement, elle n'est pas complète parce qu'on est toujours en cours de recrutement de certaines personnes. On est notamment en recherche d'un pneumologue, hein, qui participe au projet. On a un allergologue, on a un médecin qui s'occupe d'éducation thérapeutique, on a 2 infirmières et bientôt un peu plus pour l'ensemble des tâches, hein, de s'occuper des patients qui viennent en bilan ou en éducation thérapeutique. Appeler les services d'urgence pour avoir les listings de patients et rappeler, donc elles sont vraiment très occupées. On a du temps psychologue, du temps diététicienne, du temps kinésithérapeute, assistante sociale, conseillère en environnement intérieur, des secrétaires et les attachés de recherche clinique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, on peut discuter sans problème ensemble maintenant. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Alors, c'était complet, mais vous avez peut-être quand même des questions, des demandes de précision. Ou... Une question. Oui, on nous conseille souvent, toujours d'ailleurs, de bien s'hydrater, de bien manger, équilibré, mais on nous a jamais appris à bien respirer. Ouais. Et c'est ma question. Alors quand vous êtes asthmatique, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas parce que vous respirez pas, c'est pas parce qu'on vous a pas appris, hein. C'est parce que vous avez une maladie inflammatoire bronchique. Ceci dit, 60% des asthmatiques ont ce qu'on appelle en plus un syndrome d'hyperventilation.
Donc ils ont perdu l'habitude de respirer correctement. Alors comment l'asthme interagit avec ce syndrome d'hyperventilation? Je n'ai pas d'explication définitive, mais clairement, 60% des asthmatiques ont aussi des symptômes parce qu'ils respirent trop vite. Et ils ont oublié, entre guillemets, de passer du temps à inspirer et surtout à vider les poumons correctement. Ça génère des symptômes d'inconfort respiratoire, d'essoufflement, ça provoque des palpitations, ça provoque des vertiges, ça provoque des fourmillements au bout des doigts. Et tout ça, ça se gère avec des kinésithérapeutes. Et clairement, moi, j'envoie pratiquement tous mes asthmatiques. En tout cas, je leur pose des questions pour savoir s'ils ont en plus un syndrome d'hyperventilation. Et quand c'est le cas, ils ont droit à une prise en charge avec un kinésithérapeute qui va leur réapprendre à respirer correctement. Donc ça, vous avez raison, c'est important. Mais malheureusement, quand on est qu'asthmatique, le kiné va être peu utile ou le coach ventilatoire peu utile parce que ça ne se gère pas comme ça. C'est vraiment la pharmacologie quand même et ce n'est pas qu'une façon de respirer. Mais y aurait-il aussi besoin d'une prévention urgente? Une prévention pour concernant la respiration, concernant l'apprentissage de la respiration, des exercices, espèce de gymnastique à mettre en place au quotidien. Malheureusement, je veux dire, si on parle que d'asthme et pas d'autre chose, c'est pas des choses qui sont aujourd'hui considérées comme dans la prise en charge habituelle. C'est pas la gêne respiratoire de l'asthmatique, hein, c'est parce qu'il a des bronches qui sont serrées en fait. Hein. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme prévention ou comme gymnastique, ça ne va pas aider les choses. Hein. Le sport, c'est utile quand on est asthmatique, c'est utile pour tout le monde. Souvent, on a conseillé aux asthmatiques de ne pas faire de sport, c'est une erreur. Hein. L'asthmatique doit faire du sport, mais pour le faire de façon correcte, il faut qu'il soit soigné correctement. Donc, il n'ait pas de symptômes. D'accord ? Mais le sport ne soigne pas l'asthme. Hein. D'accord ? Merci. Autre question, madame? Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Et le phénomène d'humidité ne peut pas contribuer à développer le côté asthmatique d'un enfant, d'une personne? Alors c'est un peu, c'est une question intéressante, mais il y a un peu les deux aspects. Hein. Quand vous vivez dans une atmosphère qui est ultra sèche, c'est pas bon non plus pour les bronches, hein, parce que ça provoque une sécheresse de l'arbre bronchique, ça provoque de la toux, ça peut induire des manifestations de fermeture des bronches. D'accord ? Donc dans cette situation-là, on conseille souvent aux parents notamment de mettre des casseroles d'eau dans la chambre des enfants. Et une humidification, on va dire normale, c'est important. Après, si vous êtes dans une situation effectivement de piscine où vous avez de la vapeur sur les vitres parce qu'il y a tellement d'humidité concentrée, ça fait le lys à des champignons, hein, des moisissures. Donc ça, c'est ça le problème. C'est pas tellement l'humidité, mais c'est plutôt que ça génère ou ça facilite le développement des moisissures, et ça, c'est extrêmement problématique. Monsieur. Oui, merci pour votre exposé, très technique, très intéressant. J'ai une question concernant la recherche. Vous avez d'énormes bases de données. Est-ce que vous utilisez aussi des informaticiens pour traiter toutes ces données? Alors, la recherche qu'on fait avec la pharmacoépidémiologie de Lyon, c'est une recherche qui se fait avec l'aide, vous avez raison, de bioinformaticiens. Donc des gens qui ont l'habitude de... Moi, je ne sais pas faire, hein, je ne suis pas du tout formé pour ça. Nous, on pose des questions médicales. On dit, tiens, est-ce que depuis qu'on a des traitements modernes de l'asthme, est-ce qu'on va moins souvent aux urgences? C'est une question médicale. Mais derrière, vous avez, quand vous sortez des bases de données où il y a des millions de patients, il faut des gens qui ont l'habitude, qui n'ont pas forcément de compétences médicales, mais qui ont l'habitude de brasser ce type de données, ces millions de données, pour en sortir une information. Donc ça, évidemment, on a besoin de... C'est un peu la limite aussi. Hein. Vous avez compris que si on a besoin de gens comme ça, la recherche, elle a un coût, ça coûte cher. Et donc, il faut trouver des budgets pour la faire. Donc, ça se trouve, mais c'est pas facile. On a deux, trois projets qu'on a pu faire financer comme ça, mais c'est difficile. Parce que je me disais, compte tenu de la complexité des diagnostics que vous avez, enfin des différents cas, l'aide de programmes informatiques peut être... Oui, c'est important, et je pense qu'on pourra être aidé probablement avec l'intelligence artificielle aussi. Ça donne des pistes. J'avais une autre question là, concernant les maladies,
maladies professionnelles liées à ceux qui utilisent leur souffle. Les musiciens qui soufflent dans des trombones, par exemple, ou des trompettes, ou bien des souffleurs de verre, il y en a peut-être un peu moins, ou bien les plongeurs, enfin, etc. Est-ce que soit ça développe au contraire leur capacité thoracique, soit ça conduit à des maladies professionnelles que vous auriez à diagnostiquer? Ces métiers dont vous avez parlé ne sont pas des métiers associés à une augmentation du risque d'asthme. On a quelques professions qui sont associées à un risque d'asthme plus important. Ce sont des professions qui sont de moins en moins présentes en France, mais par exemple, vous avez les agriculteurs. Agriculteurs, c'est très exposé au risque d'asthme parce qu'ils sont exposés aux squames d'animaux, sont exposés à des pesticides, à des produits chimiques divers et variés, aux intempéries. Vous avez les coiffeurs qui sont très exposés au risque d'asthme, hein, avec les produits de teinture, avec les choses comme ça. Vous avez tout ce qui a à faire avec les textiles, mais c'est pas vendre des chemises en magasin, hein, c'est dans la confection. Quand on coupe, quand on est exposé aux fibres textiles, c'est bien connu aussi. Puis il y a des professions qui on voit plus beaucoup, hein, ce sont les mineurs, les choses comme ça, mais ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus anecdotiques. La chimie aussi, peut-être. Dans la chimie aussi, mais ils sont souvent assez bien protégés dans les grosses industries chimiques aujourd'hui, peut-être pas avant, hein, mais aujourd'hui, quand on est exposé, ils sont des masques à cartouches, hein, souvent. Donc on a quand même beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Les professeurs de chimie d'autrefois, ben oui, hein, si. Une dernière question, madame. Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé qui était intéressant. Est-ce qu'on peut avoir un asthme de l'enfance, ne plus en avoir pendant des années, et puis avoir ressurgir sur le tard cet asthme pour différentes raisons? Oui, c'est une question intéressante. En fait, vous pouvez tout voir en asthme, hein. Classiquement, et ce qui est connu de tout un chacun, c'est de penser que l'asthme est une maladie de la petite enfance qui va durer toute la vie. C'est vrai que c'est un modèle qui peut exister comme ça. C'est le modèle assez classique parce que ça correspond souvent à l'asthme allergique. Mais c'est vrai que vous avez raison, on a souvent un asthme allergique qui peut commencer dans la petite enfance, qui va perdurer jusqu'à l'adolescence. Puis ensuite, il s'éteint, on ne sait pas pourquoi. Et puis il réapparaît, par exemple, à 30, 40, 50 ans, sans explication très évidente. Puis vous avez des asthmes qui n'ont jamais fait parler d'eux. Je vais donner l'exemple tout à l'heure d'un patient qui avait 80 ans. Alors, je ne dis pas qu'il a commencé son asthme à 80, mais à 60 ans. Là aussi, c'est assez mystérieux, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas environnemental, a priori, hein. En tout cas, on ne le sait pas. Puis vous avez des patients qui ont des périodes d'asthme qui durent quelques années, puis qui disparaissent, puis qui réapparaissent. Et, voilà. Mais on peut tout voir. Et une deuxième question, est-ce que ça peut être lié aux hormones? Parce que, par exemple, moi, je me souviens, mon asthme a disparu après ma première grossesse, et après la deuxième a réapparu et est resté aux autres grossesses, en fait. Alors chez la femme, il y a plein de choses qui se présentent, hein. Et je vous ai dit que 60% des asthmes étaient plutôt présents chez la femme que chez l'homme. Il y a des facteurs hormonaux très nombreux qui jouent un rôle, pas toujours dans le même sens d'ailleurs, hein. La grossesse, la puberté, la ménopause, la prise de certains médicaments œstroprogestatifs, ça peut aggraver l'asthme. La grossesse, c'est très particulier parce qu'en fait, toutes les patientes asthmatiques, pendant leur grossesse, ne vont pas être toutes évoluer pareil. Il y en a certaines dont l'asthme va s'améliorer pendant la grossesse, d'autres, ça ne change rien, et puis pour un tiers d'entre elles, il y a une aggravation. Alors c'est vrai que moi, j'ai suivi des patientes avec un asthme épouvantable pendant une première grossesse. Quand elles viennent me revoir, elles me disent je suis très content, je suis à nouveau enceinte. Je me dis, c'est pas forcément une super nouvelle. Non, mais c'est un peu comme ça que ça marche, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pas simplement un facteur hormonal pur, mais voilà. La recherche nécessaire. Voilà. Dernière question, madame. Allez-y. L'altitude peut guérir d'être en altitude, non? Alors, l'altitude, ça ne guérit pas l'asthme, mais quand on a un asthme allergique, par exemple, aux acariens, on sait très bien qu'à partir de 1500 mètres, il n'y a pratiquement plus d'acariens. C'est comme ça qu'on explique l'amélioration de certains asthmes en cure pas climatique ou peu importe. Moi, je ne suis pas un fanat des cures comme ça chez l'asthmatique parce que d'abord, il y en a très peu qui ont montré une efficacité. Et puis souvent, quand c'est un problème d'acarien,
Après quelques semaines de retour sur le plancher des vaches, hein, les choses retournent dans leur situation antérieure. Donc, bon, je suis un peu... Je pense que le traitement des acariens il peut se faire à domicile aussi. Hein. Juste, je voudrais bien savoir, merci d'abord, c'est très intéressant. Et je vois que vous êtes arrêté avec les seniors à 64 ans. Je n'ai pas arrêté, j'ai commencé. Non, j'ai vu que les enfants, nanana, et les seniors... À partir de 64 ans? Non, c'est-à-dire, est-ce que après 64 ans, les seniors... Ah oui, c'est ça. J'ai fait trois classes d'âge, oui, jusqu'à 16 ans, entre 16 et 64 ans, et au-delà de 64 ans. C'est-à-dire que les seniors de 70 ans peuvent avoir un asthme contrôlé. Oui. Ah ben bien sûr. Dernière des dernières, oui. Non, mais c'est important votre question, parce qu'en fait, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est plus âgé que l'asthme va aller moins bien. On est tout à fait capable, si c'est un asthme, hein, parce qu'on peut avoir un asthme et plein d'autres choses, plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir d'autres maladies. D'accord ? C'est ça. Donc c'est peut-être pas qu'un asthme, il peut aussi avoir une insuffisance cardiaque, il peut avoir aussi, je ne sais pas, une BPCO parce qu'il a fumé, donc c'est pas forcément un asthme pur. Mais si on est en présence d'un asthme pur, j'ai un patient de 70-80 ans, il n'y a pas de raison qu'un traitement permette de le contrôler correctement. Hein. D'accord. Cette équipe qui est très intéressante et ça se complète, c'est-à-dire c'est un travail qui est extraordinaire parce que les patients souffrent en passant d'un médecin à l'autre et ils ne trouvent pas le diagnostic correct. Est-ce que cette équipe refait en fait par exemple, le pneumologue, même si j'avais une consultation chez le pneumologue, vous allez la refaire avec votre équipe. Ah bah, de toute façon, si on nous confie un patient parce qu'il y a un problème parce que là, ça ne va pas bien, bon, on va se refaire notre idée. Moi, je ne prends jamais pour argent comptant ce qu'on m'envoie. Donc, je vais réinterroger le patient, je vais l'examiner. Je ne vous dis pas qu'on va faire tous les examens, parce que refaire un scanner qui a été fait il y a 15 jours, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Le scanner fait dans un centre, c'est pareil qu'à la Croix-Rousse. Mais on va se refaire une évaluation clinique, on fera les examens complémentaires qui n'auront jamais été réalisés ou réalisés il y a très longtemps et qu'il faut réactualiser. Mais on essaie de faire ça aussi de façon en économie de santé aussi, hein, puis dans du bon sens. Mais oui, on fera les choses qui sont nécessaires. Professeur, un grand merci pour cet exposé très riche et très intéressant.